Ah oui, le choix qu'il a fait d'avoir mis développer cette expérience qu'on appelle le G8. C'est le cœur de la décision. On a une expérience. Non, c'est des signes forts. Ah, qui est parti maintenant. Mais il est parti il y a 2 mois. Oui. Oui, alors. On attaque. Mais non, il est 2 heures. On n'est pas en concomitance avec le déménagement, parce que Oui, il est pile 2 heures. derrière la Roiseau. Bien. Je vous propose que nous reprenions nos travaux pour cette dernière après-midi. On va commencer par la restitution des ateliers, qui ne sera pas une synthèse à proprement parler. La synthèse et l'ensemble des éléments de débat, vous les trouverez dans les actes, mais qui sont les points un peu saillants, points d'étonnement, points d'achoppement, interrogations, voire désaccords, qui auront pu émerger lors des échanges très nombreux, et je vous en remercie encore de votre participation ce matin. On va commencer par le premier atelier, évaluation des situations, dont le modérateur était Christelle Martin, de l'Encasde, association, et c'est Thierry Péquignot, directeur enfance-famille d'Ille-et-Vilaine, qui porte ce rapport. Thierry, 7 minutes. Merci. Bonjour à tous. Oui, cet atelier a suscité de très nombreuses interventions. Ça a été très interactif avec la salle, plus d'une vingtaine. Donc ça a vraiment répondu, je crois, aux attentes. Alors quelques éléments que je partage, évidemment sans exhaustivité. Tout d'abord, il y a eu un échange autour d'un enjeu important autour de la communication. Comment travailler pour libérer cette parole? Alors, on a évoqué aussi bien la question des médecins libéraux, sur lesquels des témoignages nous ont dit, finalement, il y a des médecins qui nous disent, on ne signale pas parce que je suis dans le soin, donc quelque part, je ne me sens pas tout à fait concerné par les informations préoccupantes. Donc là, on sent bien, il y a vraiment un réel chantier à ouvrir et à engager. Mais c'est aussi des professionnels de santé, y compris dans des hôpitaux, un témoignage d'un médecin qui nous a parlé de cette difficulté, cette diversité. Cette communication aussi nécessaire en direction des enseignants, ça a été témoigné. Une piste a été évoquée en disant comment travailler la formation mutuelle enseignants et professionnels de protection de l'enfance. Et des témoignages ont été aussi dits en direction d'élus locaux, un bénévole indiquant qu'il était allé jusqu'à faire de l'information, de la sensibilisation. Et à chaque fois, un point commun, c'est que cette mobilisation, cette information, conduise à finalement, quand on va à la rencontre de ces professionnels de tous horizons, quand on leur explique ce qui se fera après une information préoccupante, comment on travaille, comment on n'est pas dans la punition, mais bien dans un mode où il s'agit de s'occuper du bien-être de l'enfant, et bien là, la parole se libère, des informations remontent, des échanges se créent. Donc il y a vraiment un enjeu, j'en ai presque en amont de l'évaluation, qui est cette sensibilisation et cette communication. Presque une invitation, finalement, qui nous a été lancée par quelqu'un dans la salle. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi à transformer notre langage? On parle de placement, on parle de danger, de retrait, d'informations préoccupantes. Quelqu'un a dit même information énervante, tant ça nous mobilise de façon quotidienne. Est-ce qu'on n'a pas à mettre plus l'accent sur le soutien, sur le bien-être, sur ce que l'on vise à travers cette action? Et pourquoi ne pas parler d'informations mobilisantes? Voilà, une évocation. Pour le premier enjeu,
Un second défi nous a été à traverser vraiment toute cette matinée. Et l'image qui m'est venue en écoutant les uns les autres, c'est l'image un peu d'un funambule. Cette image, on l'a eue déjà hier. Et comme un funambule où les professionnels sont sur cette corde raide parfois, avec le doute, oui, mais le doute en le regardant de façon peut-être positive. Le doute, si c'était notre moteur qui nous permettait d'avancer doucement, progressivement, sur cette fameuse corde raide. Je veux dire doucement et de façon encordée. Alors doucement, toute la matinée, il a été question du temps, de notre rapport au temps, de se donner le temps. Et surtout cette vigilance de ne pas systématiser, de ne pas se précipiter. La précipitation, c'est le précipice garanti. Donc le temps est un facteur de réussite. Deux exemples très concrets. Dans un hôpital, se donner quelques heures de plus pour prendre le temps d'accueillir une jeune adolescente qui va faire l'objet d'un examen gynécologique, plutôt que de le faire à 3 heures du matin par l'interne présent. Se donner ces quelques heures, c'est se garantir un travail pour la suite. C'est parfois renoncer que tout soit fait au premier entretien et le faire au second. Ça peut être aussi décaler un certain nombre de nos priorités, de nos tensions, en se donnant cet espace du temps. Donc un élément vraiment clé autour de cette première notion de... La seconde, je vous ai dit encorder. Oui, encorder, c'est être en lien finalement. Et là aussi, quelque part, être seul en protection de l'enfant, c'était en danger. Donc notre travail, tous ensemble, c'est certainement nous apporter des sécurités, mais ce qui ne va pas nous accrocher, nous empêcher d'avancer, mais nous aider à avancer sur cette corde raide, corde difficile, d'opération parfois de funambule. En tout cas, cette invitation à rechercher un équilibre. Un équilibre entre au moins plusieurs choses. La première, peut-être un équilibre autour mon implication indispensable. Ça a été dit, et on en témoigne tous les jours. S'il n'y a pas de lien avec la personne, la famille, l'enfant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Pas grand-chose, je pense. Donc mon implication, mais c'est aussi mon autonomie, ma responsabilité. C'est le premier volet de cet équilibre. Mais j'ai envie de dire, attention, quand à un moment donné la responsabilité devient lourde, on a peut-être un risque vraiment de bascule et d'usure professionnelle aussi. De l'autre côté, pour équilibrer, c'est aussi trouver du lien avec une équipe. Une équipe évidemment de proximité, nos proches, nos plus proches. Et là, c'est un élément d'assurance. Donc, la qualité de la relation est importante là aussi. Mais aussi, ce lien peut se faire dans un environnement un peu plus large, celui de mon territoire. Donc, les liens avec les écoles, avec la justice, avec tous les acteurs. Voilà. Toujours une question là, d'invitation de l'équilibre. On a bien senti ce matin qu'on était invité à croiser nos regards de façon très différente, qu'on soit dans le domaine du social, du médico-social, qu'on soit psychologue, qu'on soit puéricultrice, hein, l'ensemble des métiers. Et croiser nos regards, une amie belge nous a dit, mais n'oubliez pas, jusqu'aux juristes, pensez à cette question de juristes dans vos équipes. Voilà, une invitation à faire équipe ressources. Alors, équipe pour partager nos doutes, nos responsabilités, et également définir qui est le mieux placé dans l'équipe pour intervenir. Et là, on est invité à avoir de la souplesse. Deux exemples. Le Morbihan, qui ont une CRIP avec une équipe en centrale, mais assez réduite, 4 agents, plus une chef de service, et en même temps, des équipes de terrain qui vont, dans la plupart des cas, faire l'évaluation. Et dans certains moments, l'équipe de centrale va intervenir en soutien, voire va prendre en charge l'évaluation dans des situations complexes. On sent tout ce maillage, tout ce travail qui est fait et qui nous incite à toujours, finalement, prendre ce temps de voir qui est le mieux placé. Et notre collègue pédiatre nous disait que dans sa pratique professionnelle, c'était également la même question. Il faut être certainement plusieurs, mais quelque part, il faut savoir pouvoir faire lien avec les collègues et définir qui vient. Donc, une invitation, j'accélère parce que je vois qu'il me reste qu'une minute, à croiser nos regards dans un processus finalement d'objectivation. Cette objectivation, on a dit qu'elle fallait qu'elle soit centrée sur la santé, c'est-à-dire le bien-être de l'enfant, hein, pas le santé corporelle, mais bien dans sa composante complète, qu'elle devait être différenciée selon les âges,
Et on a dit, il nous était rappelé, un enfant de 0 à 3 ans, il n'a pas le même rapport au temps que nous, évidemment. Donc, on doit certainement accepter d'avoir des approches différenciées par rapport à des situations plus traditionnelles, et donc de se répartir les temps. Enfin, dernière invitation, peut-être regarder de façon équilibrée nous-mêmes les fragilités des situations que nous rencontrons, les carences, les blessures de ces enfants et de ces familles, mais ne pas oublier de le rééquilibrer en regardant les ressources de cette même famille, de son environnement, dans son entourage, qui appelle une invitation vraiment à être dans le démarche très participative. Voilà. N'opposons pas, mais travaillons l'équilibre. Et pour conclure, juste une petite surprise qu'on a partagée dans le petit groupe de synthèse qu'on a eu ce midi. On a finalement très peu évoqué les questions d'organisation dans le cadre de cette table ronde ou de cet atelier. On n'a pas évoqué, c'est très peu, de façon assez marginale. Voilà, c'est un élément de surprise pour moi, surtout dans le cadre des contraintes que nous connaissons dans les départements. Et enfin, une question que je vous laisse, qui nous a été proposée, c'est finalement, dans nos pays, dans nos communes, dans nos territoires, quels sont les espaces où, comme parents, je peux dire sans crainte que j'en peux plus, que je suis à bout et que j'ai besoin d'aide. Merci Thierry, on peut applaudir. Exercice très difficile de synthèse. Deuxième atelier, situation de crise, qui était modéré par Marc Rousseau du centre de formation Ascoria, et c'est Daniel Massé, DGA des Côtes-d'Armor, en charge des solidarités, qui reprend le flambeau pour 7 minutes, Daniel. 7 minutes, effectivement. L'atelier a aussi été, bien entendu, très riche en échanges, à la fois en ce qui concerne le nombre et le contenu. On a commencé par un certain nombre de définitions, notamment via Catherine Selnay, qui a insisté sur les critères de risque. Le risque confondu avec danger, ça a déjà été dit hier, au point de parler aujourd'hui de risque de danger, ce qui est quand même un certain glissement de sens. Et aussi insister sur le fait que la prise de risque, eh bien, finalement, elle est inhérente à la protection de l'enfance, et que une partie de l'exercice consiste à trouver le bon positionnement entre l'exposition au risque et son éloignement. Le risque, et la crise, elle est polysémique, elle est pluridimensionnelle, elle peut être aussi porteuse et créatrice de changements. On en a eu une belle illustration avec l'expérience menée par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, qui est partie en réalité de 3 niveaux de crise. Une crise institutionnelle avec un conflit social, une crise professionnelle, mais que tous les départements connaissent, avec des travailleurs sociaux et des professionnels au sens le plus large qui ne se retrouvent plus dans leur métier, qui sont en recherche de sens dans ce qu'ils font au quotidien. Et puis, bien entendu, au plus près du terrain, les crises d'ordre familial. Et ces 3 niveaux de crise ont débouché en réalité sur 3 niveaux de prise de risque. Une prise de risque au niveau institutionnel avec un portage politique qui a été fort, avec une institution qui s'est emparée des problèmes. Une prise de risque au niveau des professionnels qui se sont engagés dans des changements de pratiques, y compris au niveau des horaires, ce qui n'est pas toujours très très facile à prendre en compte, et bien sûr aussi au niveau des familles et dans les fonctionnements intrafamiliaux et personnels. Ça s'est soldé par des interventions qui se caractérisent par un certain nombre de points. D'abord une très grande réactivité, apprendre à intervenir au pied levé, au débotté, une grande réactivité, une grande intensivité, avec des interventions extrêmement rapprochées à certains moments, et je dirais en toile de fond, une interrogation permanente. Est-ce que ce qu'on fait est bien, est toujours pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose? Donc cette interrogation permanente qui permet de maintenir ou d'infléchir le cap. Et dans les relations avec les familles, basées aussi sur des engagements mutuels, mais sur des objectifs faciles à atteindre, des petites choses du quotidien. Et les conditions de ces expérimentations qui ont été évoquées et qui
qui sont propres aux différentes interventions qu'on a pu avoir au cours de la matinée. C'est la nécessité d'avoir des professionnels qui sont sécurisés, là encore, et encadrés, fortement soutenus par leur institution, par leur direction, par leur encadrement de proximité, qu'ils bénéficient de formations adaptées, mais adaptées à leurs demandes à eux et pas de façon verticale, et des interventions qui relèvent là de la pluridisciplinarité. Et le débat est constant, semble-t-il, entre une balance entre la polyvalence et la spécialisation. Mais des limites aussi à cette prise de risque. Ça a été dit plusieurs fois, il ne s'agit pas de jouer au kamikaze, de jouer à la roulette russe, et je reprends les expressions qui ont été employées, et les familles ne sont pas des cobayes. Donc effectivement, il faut aussi faire très attention. Et comment ne pas évoquer, quand on parle aussi de ces sujets-là, la question des moyens qui revient de façon totalement récurrente. Cette question des moyens, elle est intégrée aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas regrettée. Et s'agissant des institutions, il est assez clair aussi que quand des moyens supplémentaires sont mis à disposition, et ça a été le cas dans le département d'Ille-et-Vilaine, l'institution attend aussi un certain retour sur investissement avec notamment des diminutions de prise en charge et des modifications. Sur les modalités, un débat a traversé tout l'atelier sur l'action sans mandat ou une action avec mandat, quitte d'ailleurs à s'en affranchir, comme c'est le cas de l'expérience qui nous a présentée du département du Finistère. Et Joly Fergan nous a expliqué que finalement, tout dépend des conditions dans lesquelles les décisions sont prises. L'essentiel est de faire attention à ce que l'enfant reste bien le sujet au milieu du dispositif et ne devienne pas l'objet de la mesure, surtout d'ailleurs si les décisions sont prises en urgence. Et elle a insisté sur la nécessité de la continuité du travail social et d'un travail social créatif, y compris d'ailleurs en cas d'enquête pénale. Et elle a insisté sur le risque de sidération devant le pénal qui, quelquefois, fige l'ensemble des interventions. La question de la radicalisation s'est invitée après dans le débat, avec là des difficultés sur le ciblage des risques véritables et la question de l'intervention du droit commun de la protection de l'enfance dans ces situations, avec des intervenants qui sont sur un spectre extrêmement large, puisque allant du renseignement intérieur jusqu'au travail social. Et il y a eu un débat et des interrogations assez fondamentales sur la nécessité de connaître les codes des autres pour les travailleurs sociaux, quitte à travailler après ces codes culturels, ces codes religieux, ces codes territoriaux. On a parlé de jeunes en mutation et d'utilisation des mêmes moyens qu'eux, notamment des nouvelles technologies qui étaient nécessaires pour justement être en contact le plus direct. Et en conclusion, dire que la conclusion, c'est justement la nécessité d'avoir une palette complète de modalités d'intervention. On ne fait pas, de ne pas être prisonnier des dogmes, de pouvoir utiliser tous les outils à disposition, ne pas être dans le tout placement ou pas de placement du tout, de ne pas sacrifier les crédits de la prévention spécialisée, pour citer un peu les deux extrêmes, d'éviter la systématisation des réponses qui ont pu être déjà éprouvées, et la question des visites médiatisées a été évoquée, et le besoin d'avoir dans nos équipes des pionniers, dans nos institutions, dans nos associations, des pionniers qui font remonter les débats, leur désir de changement, parce que la loi, en définitive, n'intervient qu'en conclusion et n'intervient généralement que pour entériner des changements qui sont déjà intervenus sur le terrain. Merci Daniel Massé. Troisième atelier, projet de l'enfant, qui était modéré par Marie Derain, ancien défenseur de l'enfant, et c'est Roland Villoc, qui est vice-président de la Fédération nationale des ADEPAP, qui fait la synthèse en 7 minutes. Roland, merci. 7 minutes, c'est peu. C'est vrai que nous avons, je dirais comme les autres intervenants, parlé de temps, justement, de contraintes, de richesse des échanges, de prise de risque sans prime de risque. Nous avons aussi parlé de moyens, de mandats, d'objets et de sujets. Mais nous avons surtout bénéficié
des comptes rendus d'expérience du Finistère qui met en place un projet pour les enfants donc pris en charge dans ces services, et de l'association SOS Petit Prince du Nord qui, elle, aide des parents dans leur rapport avec les décideurs de placement. D'emblée, on a pu noter les difficultés rencontrées ou exprimées par les professionnels face à un projet pour l'enfant où la collaboration apparaissait comme une base. La place des familles d'accueil, d'ailleurs, y était peu existante. Et les professionnels avaient du mal à concilier protection de l'enfant et aide à la parentalité. On sent donc dans ce cadre le besoin d'harmonisation pour ne pas avoir 101 PPE pour 101 départements. De plus, la transmission des informations à caractère confidentiel pose, elle aussi, le problème de sa diffusion entre professionnels et vers les familles et l'enfant. Le bouleversement de la temporalité de l'intervention a été aussi un facteur quelque peu déstabilisant. Il semble d'ailleurs nécessaire de respecter le rythme de chaque famille dans l'élaboration d'un PPE. Au-delà, nous avons découvert la capacité des parents d'enfants accueillis à exprimer accord ou désaccord, la capacité à revisiter les pouvoirs institutionnels vers une plus grande lisibilité de l'intervention sociale. Cette sorte de partage de diagnostic a fait disparaître déjà cette solitude décisionnelle des travailleurs sociaux par un besoin de co-construction et de collaboration et d'adhésion partagée au projet. Le besoin pour le professionnel ou la professionnelle de marcher avec l'ensemble des partenaires et d'être en écoute vers l'enfant et la famille modifie les postures et les représentations codifiées qui peuvent avoir été mémorisées au préalable. Le projet pour l'enfant apporte nécessairement le débat contradictoire et l'adhésion dans cette collaboration apporte plus facilement un bénéfice de paix sociale. On a montré le besoin et la capacité des parents à conscientiser leurs besoins et attentes, ainsi que ceux de l'enfant. Ils sont plus investis, ce qui donne un confort décisionnel plus consensuel. La place de l'écrit et de l'oralisation de l'écrit s'en trouve modifiée, voire à certains moments largement minorée, au bénéfice d'une sécurisation liée à la transparence d'un projet pour l'enfant lisible par tous les intervenants. Le défenseur des enfants, le défenseur des droits plutôt, a demandé de promouvoir dans ses recommandations un projet pour l'enfant portant une démarche construite, tenant compte de l'environnement global et de l'évaluation des besoins spécifiques de l'enfant. C'est ce que notre atelier s'est efforcé de mettre en exergue, autant par les rapports proposés que par les questions pertinentes qui ont émaillé le débat avec la salle. Pour conclure, je dirais que c'est à partir du moment où les professionnels prennent en compte les besoins effectifs des enfants et favorisent leur expression et celle des parents que, malgré les prises de risque, le projet pour l'enfant devient la réponse la mieux adaptée. L'innovation y est encouragée du fait de la nécessité d'ajuster les dispositifs sans demander aux enfants et aux familles de s'y adapter. Je vous remercie de votre attention. Merci Roland Villot. Quatrième atelier, la relation éducative. Il était modéré par Jean-Claude Plassiard, conseiller à l'Audace, et c'est Olivier Hiroux, directeur adjoint en charge de la protection de l'enfance au département du Morbihan, qui prend le gant pour faire un retour de 7 minutes. Olivier. C'est parti, donc un atelier assez riche en questions, avec 45 questions et quelques-unes qui traînaient encore dans nos sacs. On a abordé 4 thèmes. Le premier thème, bien entendu, c'est la prise de risque. D'abord abordé sous l'aspect normatif et sécuritaire et qui vient abîmer ou parfois empêcher la relation éducative. Un directeur d'établissement peut nous dire: nous devons faire vivre quelque chose de la vie familiale, à l'instar de ce qui se passe dans n'importe quelle famille.
Alors, la question est de savoir, a-t-on besoin d'un brevet d'État pour accompagner un jeune au ski? A-t-on besoin d'un brevet d'État, effectivement, pour emmener les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, parfois simplement en baignade? Peut-on et doit-on légiférer sur la relation éducative? On voit que toute cette entrée nous conduit parfois à standardiser, à robotiser un petit peu nos modes d'intervention. Aussi, une seule proposition serait à retenir, celle de faire attention aux référentiels qui ne doivent surtout pas devenir des normes, mais rester ce qu'est un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de repères pour l'action éducative. Dans un deuxième temps, la relation éducative, c'est une confrontation entre une temporalité de l'enfant à respecter et une temporalité institutionnelle qu'il convient d'aménager dans l'intérêt de l'enfant. À ce titre-là, nous avons pu évoquer l'accentuation des charges administratives pesant sur énormément d'équipes opérationnelles, qui réduit considérablement le champ de l'intervention directe auprès de l'enfant. Là encore, on retrouve les items de sécurisation sociétale, probablement. Il est à noter que la relation éducative est aussi dépendante de la mesure elle-même, et on voit bien le distinguo sur le degré d'attachement qu'on peut avoir entre un accueil familial long et un accueil d'urgence ou un accueil en centre de l'enfance qui va nous permettre d'orienter l'enfant au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Derrière, c'est aussi la question, faut-il un temps long pour s'attacher? La réponse serait probablement non, car il existe aussi une qualité et une intensité à maîtriser. Nous citerons le témoignage de Claude Félix Vanderstein de la DEPAP qui nous dit « 3 personnes ont compté dans ma vie et m'ont sauvé la vie ». Ces 3 personnes, ce sont des personnes qu'il a croisées, un prêtre, un instituteur et un entraîneur de foot, me semble-t-il. La relation éducative, ce sont donc, on le voit bien, des espaces de rencontres multiples avec des enfants, des parents, des professionnels, des institutions. Et il faut, et je rejoindrai l'un des groupes, partager ce temps et ces temps de rencontre. Aussi, notre proposition, elle est assez simple, c'est renforcer les instances de régulation et surtout savoir qui fait quoi et pourquoi. Nous avons eu la chance d'avoir M. Alain Grevaux qui a travaillé en collaboration avec Marie-Agnès Ferré sur le milieu de vie, qui nous a fait part un peu des préconisations à venir dans son rapport. Sur le milieu de vie, d'abord le constat, celui d'une question familiale qui l'emporte avant la question de l'intérêt de l'enfant. Une complexité du dispositif qui confère à ce qu'on colle l'enfant à une mesure et non pas l'inverse. Un rappel, celui que le président du conseil départemental doit être garant de la cohérence et de la continuité du projet. Qu'en est-il de la fragmentation du milieu ouvert? Il faut donc aller au bout de l'esprit de la loi de 2007, ce qui n'est pas sans poser la question des dogmes et de bousculer aussi toutes nos croyances. La question du mandat global est ainsi posée et devrait nous permettre peut-être de confier au président du conseil départemental celui de garantir réellement le projet pour l'enfant. Et Alain Grevaux va assez loin en proposant notamment de réfléchir, voire de renoncer aux habilitations de justice et de confier enfin au président du conseil départemental ce rôle de pilote et de chef de file. Il conviendra aussi bien entendu de réviser, nous a-t-il dit, le statut des cadres de l'enfance et de donner une véritable autonomie décisionnaire à ceux-ci. Redonner la parole aux anciens enfants accueillis en protection de l'enfance nous semble une évidence. Finalement, il s'agit de redonner priorité au contenu au regard de l'intérêt de l'enfant. Troisième proposition, bien entendu, nous lirons tous le rapport d'Alain Grevaux et de Marie-Agnès Ferré. Et il convient d'encourager les départements à se saisir de ces propositions, à s'engager au niveau des moyens, nous semble-t-il, et de revisiter l'intégralité de ces interlocuteurs décisionnaires que sont le président du conseil départemental et les magistrats de l'enfance. Quatrième point, bien entendu, la relation éducative en accueil familial a ceci de particulier qu'elle s'inscrit au cœur de l'attachement, au cœur des liens et de toutes ces figures d'attachement. Les Côtes d'Armor ont exposé ainsi le dispositif dédié aux accompagnements spécifiques aux assistants familiaux et la difficulté de dissocier le projet pour l'enfant et le métier d'assistante familiale. Ce qu'on a surtout retenu, c'est doit-on aller vraiment jusqu'à la professionnalisation à outrance? La véritable question est celle de savoir, ou tout au moins de dire et d'énoncer, de renforcer, de confirmer qu'un assistant familial, c'est d'abord une famille d'accueil. D'abord un conjoint, des enfants, des familles de familles. Et tous ceux-ci sont des environnements permettant effectivement peut-être un attachement plus sécurisé pour tous. C'est la richesse, c'est la spécificité de ce mode d'accueil qui convient, y compris pour les enfants qu'on a dénommés hier les incasables, ces jeunes à problématiques multiples, ces jeunes à multiples fractures et à multiples ruptures. La proposition qui peut suivre est celle donc de réaffirmer l'accueil familial dans toutes ses composantes et de préserver, si possible, cette notion de famille d'accueil avant même celle d'assistant familial et d'organiser peut-être les modalités de travail, et là je parle des relais, des congés, des réunions, voire des admissions d'enfants au sein des familles d'accueil, le choix de la famille d'accueil
pour cet enfant précisément, peut-être d'organiser ces modalités d'abord et avant tout en préservant l'intérêt de l'enfant et seulement cet intérêt-là. Alors en conclusion, une petite ligne de synthèse, on disait prendre des risques, c'est d'abord se reconnaître, être reconnu et valorisé comme acteur, chacun d'entre nous être reconnu et valorisé comme acteur, c'est-à-dire d'être chacun responsable individuellement de ses actions vis-à-vis des enfants et des familles auxquelles on concourt à être un peu moins fragiles. Sans oublier bien entendu que le risque principal est toujours et d'abord porté par l'enfant lui-même. Merci beaucoup. Merci Olivier Héron. Cinquième atelier, la sortie du dispositif. Il était modéré par Mohamed Lousni, directeur de l'association Rétis à Haute-Savoie, et c'est Gilles Séraphin qui porte le retour de cet atelier, directeur de l'ONED. Gilles, 7 minutes. Merci beaucoup. Alors nous aussi, nous avons eu un atelier très très riche avec 2 interventions et beaucoup de réactions et beaucoup aussi de partage d'expériences. Alors ce compte-rendu va se faire un peu sous la forme de mots-clés. Et les mots-clés tout d'abord sur les constats. Les constats pour le jeune, c'est vraiment un sentiment assez régulièrement de solitude, d'isolement. Il y a même une expression, un jeune qui s'est défini comme un clochard avec un toit, de vide, d'absence de lien, et du coup de besoin d'ancrage, de repères, de chaleur, de lien. Aussi, autre sentiment, plusieurs fois exprimé quand même, c'est l'angoisse de l'avenir. Il y a également pour le jeune une injonction au projet, et assez paradoxalement une injonction au projet, mais automatiquement une adaptation, un calcul de son projet, une limitation à minima de son projet. Enfin, le jeune vit un fort sentiment de sélection, et vraiment sélection à toutes les étapes. Pour la société, le constat, c'est que, de façon générale, la jeunesse est déjà peu soutenue par les politiques publiques. Mais alors, ces jeunes qui sortent de l'ASE, qui sortent des dispositifs, sont encore moins soutenus. En tout cas, ils sont plus vulnérables. Ils sont quasiment en situation d'exclusion. Enfin, de la part de la société, il y a vraiment une injonction à l'autonomie qui est quand même assez forte. Le constat aussi pour les politiques publiques, les politiques associatives, pour les acteurs, c'est que c'est très dépendant de la volonté du personnel, des professionnels, du jeune, bien évidemment, mais aussi des élus. Et c'est vrai que lorsque les élus sont fortement engagés, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Il y a aussi le constat qu'il y a des ressources dormantes ou invisibles par les institutions et qui ne sont pas assez utilisées. En ce qui concerne les enjeux, pour le jeune, les enjeux, c'est vraiment d'avoir des repères, un soutien aux liens, une estime de soi, d'identifier aussi sur qui compter ou pour qui il compte, de créer des attachements multiples et complémentaires. Un autre enjeu aussi qui a été identifié, pour les jeunes en général et peut-être ces jeunes plus particulièrement, il y a un fort enjeu de mobilité géographique, sociale et culturelle. Et donc de prendre en compte cette mobilité, de pouvoir soutenir cette mobilité dans le cadre de nos politiques publiques, ce n'est pas une mince affaire. Les enjeux pour la société, il y a quand même l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national, la prise en compte du lien, du soin, du care, on va dire de la chaleur dans les politiques publiques, du désir aussi, c'est un mot qui a été assez souvent exprimé. L'enjeu aussi pour la société, c'est qu'il y a quand même une responsabilité collective, il faut vraiment insister sur ce collectif face à ces jeunes. C'est également la prise en compte du temps dans nos politiques publiques, un temps sans échéance, et aussi des espaces, des lieux d'espace de rencontre. Il y a également un enjeu pour la société, c'est bien finalement d'adopter un regard décalé, d'accepter la rencontre avec ces jeunes, et ils peuvent aussi nous apporter beaucoup de choses. En ce qui concerne les enjeux pour les politiques publiques, c'est vraiment aussi d'institutionnaliser à un moment les engagements individuels. On voit que des dispositifs qui fonctionnent très bien reposent aussi sur des engagements individuels, que ce soit des élus, des professionnels, associatifs, etc. Et à un moment aussi, il faut institutionnaliser. Mais aussi, il faut articuler les dispositifs, les institutions. Et c'est là la gageure.
assouplir les dispositifs. Le terme d'assouplissement est revenu très régulièrement. Le terme de mutualisation, non pas des pratiques, des mutualisations et d'harmonisation, non pas des pratiques, mais plus des objectifs et des principes, et identifier les ressources existantes sur le territoire afin de créer des partenariats. Les objectifs, alors toujours avec le système des mots-clés, les objectifs pour le jeune, eh c'est une autonomie reliée, ce n'est pas une autonomie complètement abstraite, c'est vraiment relié avec les autres. C'est la continuité des parcours sans rupture ou sans rupture volontaire, sans séparation volontaire, parce que la rupture ou la séparation peuvent être aussi bénéfiques, peuvent être recherchées à certains moments, mais il faut qu'ils soient justement recherchés et non pas imposés. Les objectifs pour le jeune, c'est sa construction de l'avenir et c'est d'avoir un droit à l'expérience. Et ce qui peut être vécu comme un échec par d'autres institutions, voire par le jeune lui-même à un moment, c'est dans tous les cas une expérience de vie. Les objectifs pour la société, c'est le vivre ensemble, c'est aussi finalement, et Jean-Louis ne me démentira pas, c'est la fraternité au sein de la République, et aussi c'est une expression qui a été utilisée, c'est limiter la casse aussi, donc à la sortie des dispositifs. En ce qui concerne les politiques publiques, pour les objectifs, c'est vraiment d'affirmer cette responsabilité partagée. C'est peut-être aussi d'assumer une discrimination positive à l'égard de ces jeunes. C'est d'affirmer un droit à l'expérience et c'est aussi de changer de posture. Les risques que nous sommes prêts à prendre. Pour le jeune, il prend beaucoup de risques aussi. C'est le risque pour lui, on verra par les différentes propositions, c'est de faire confiance, d'oser un lien avec d'autres. Donc c'est vraiment aussi de s'avancer comme ça, de s'affirmer. Parallèlement, il peut y avoir aussi, pour lui, il faut qu'il ose le risque parfois de la rupture, de la séparation. Donc c'est quand même un équilibre assez délicat. Pour la société, la prise de risque, alors il y a une prise de risque qui a été exprimée, qui a quand même suscité des débats. C'est dire qu'en faisant différents dispositifs d'aide à la sortie des dispositifs, bien, on risquait de créer des besoins, que les dispositifs créent des besoins, qui est une fabrication finalement d'assistés. Ça a quand même été débattu en disant que les besoins peut-être précédaient les dispositifs pour les jeunes majeurs. En ce qui concerne les politiques publiques, cette prise de risque, eh bien, il y a le risque financier, mais on a vu que finalement il n'était pas trop lourd. C'est aussi pour les acteurs des politiques publiques, c'est se décloisonner, aller vers l'extérieur. Aussi bien, par exemple, pour les associations, d'aller vers les professionnels, vers les conseils départementaux, et pour les salariés des conseils départementaux, d'aller aussi vers les associations, aller vers les particuliers. Donc, c'est ce décloisonnement. Et finalement, les propositions et les leviers, plus des leviers parce qu'on a vu qu'il y a deux dispositifs qui nous ont été présentés, on voyait vraiment les leviers d'action. Alors il y a des leviers très très simples, il y a des propositions très simples. Par exemple, c'est de créer pour ces jeunes un coffre-fort électronique pour qu'il y ait tous les documents qui soient regroupés à un même endroit et qui soient disponibles pour toutes les démarches administratives. Parce qu'un des soucis, c'est d'avoir les bons papiers au bon moment, au bon endroit. Il y a des propositions beaucoup plus larges. C'est vraiment, chaque fois, ça tourne autour de l'articulation avec les réseaux, avec notamment le réseau associatif, entre les différents dispositifs et notamment les acteurs du logement, de l'insertion et de la santé. Avec le réseau associatif, on a vraiment insisté sur deux réseaux, sur les ADEPAP et sur le parrainage. Et vraiment, chaque fois en insistant que c'est tout à fait des dispositifs qui sont en complémentarité et non pas en remplacement des politiques publiques qui peuvent être menées, notamment par le conseil départemental. Dans les leviers, il y a bien évidemment l'engagement de chacun et notamment des élus. Il y a aussi des dispositifs qui permettent une mobilité, qui permettent la souplesse et vraiment l'articulation des réseaux et notamment des ressources déjà existantes dans le territoire. Donc vraiment pour résumer, finalement on a peu parlé, peu abordé, même si c'était présent, des questions budgétaires. On a vraiment parlé de solidarité, d'estime de soi, de reconnaissance, de lien, de chaleur, de soins, d'attachement et aussi de citoyenneté. Merci. Merci Gilles Séraphin. Je crois qu'on peut vraiment applaudir à nouveau les 5 rapporteurs pour le travail fait.
la lisibilité et la clarté du propos. Peut-être deux précisions à ce sujet. Il a été évoqué un rapport de l'audace dans un des ateliers. Je vous informe que les principales conclusions de ce rapport seront discutées lors de l'Assemblée générale de l'audace la semaine prochaine et que le rapport sera publié et donc mis à disposition de l'ensemble du public d'ici la fin de l'année. Je vous en prie. Non, troisième ajout, comme tu as parlé, Gilles, de fraternité, que je n'ai pas été fraternel hier pour des raisons qui ne m'étaient pas imputables avec notre ami belge, bien évidemment, son expérience sera publiée dans le journal de l'Action sociale. Voilà. Merci à nouveau à chacun.